Vous êtes bien sur RFI, 16h temps universel, 18h à Paris, 19h à Sanaa. Le journal en français facile. Mathis Limano. Vendredi 18 avril 2025, à la une de votre journal, le Yémen visé par des frappes américaines. C'est un port stratégique dans l'ouest du pays qui a été visé. Washington dit frapper les centres économiques des Houthis. Les rebelles font état de 74 morts. Ils ont répliqué cet après-midi et ont tiré des missiles vers 2 porte-avions américains et le sol israélien. L'Ukraine également à la une de votre journal en français facile. Les États-Unis menacent de quitter les négociations si la paix n'est pas possible. C'est ce qu'a déclaré le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio après une réunion à Paris avec les Européens et les Ukrainiens. Et puis, dans l'océan Pacifique, un sanctuaire marin menacé par le retour de la pêche commerciale. Une décision signée Donald Trump. Explication en fin d'édition. Le territoire israélien et 2 porte-avions américains ont été visés par des tirs de missiles cet après-midi. Des tirs revendiqués par les Houthis du Yémen. Ils promettent de poursuivre leurs attaques et ce après des frappes américaines dans l'ouest du Yémen sur le port pétrolier stratégique de Ras Issa. Le bilan de ces frappes s'élève à 74 morts et près de 200 blessés selon les rebelles soutenus par l'Iran. L'Iran qui a qualifié ces frappes de barbares. En pleine négociation sur le nucléaire iranien, frapper les alliés de Téhéran. Pour le sociologue et chercheur indépendant yéménite Mustafa Al-Jabzi, pas de doute, c'est une manière de mettre la pression pour les Américains. La logique américaine de Trump, c'est toujours de faire pression maximale contre l'Iran et contre ses alliés aussi. L'Iran a perdu d'autres antennes importantes comme Hezbollah ou même Hamas qui est fragilisé et même elle a perdu le terrain syrien. Donc il reste très peu et encore faire plus de pression pour être amené à une solution à cette question nucléaire. Les Américains, ils ont à la fois ouvert une porte de négociation sans céder à cette pression maximale et je pense frapper les Houthis de cette manière, c'est à la fois réduire la capacité de nuisance Houthis sur la mer Rouge, mais aussi un message très clair et une démonstration de force de la part des Américains qui pourrait être exercée sur le terrain ou sur des cibles iraniennes. Dans ce contexte de frappe sur des alliés, l'Iran dit avoir de sérieux doutes quant aux intentions des États-Unis à la veille d'un nouveau round de pourparlers cruciaux à Rome sur le nucléaire iranien. Les pays occidentaux, États-Unis en tête, ainsi qu'Israël, soupçonnent l'Iran de vouloir se doter de l'arme nucléaire. Israël, qui est favorable à une intervention militaire, indique d'ailleurs disposer d'un plan d'action clair pour contrecarrer les ambitions nucléaires de Téhéran. Les États-Unis passeront à autre chose si la paix n'est pas possible. Avant de repartir de Paris, où il a échangé avec les Européens et les Ukrainiens, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a fait part de l'impatience de son pays. Cela contraste avec la promesse de Donald Trump pendant sa campagne. Il assurait alors pouvoir régler la guerre en Ukraine en 24 heures, Anis El-Jabri. Hier soir, le compte-rendu du ministère des Affaires étrangères russe sur le coup de fil entre les 2 chefs de la diplomatie, Sergueï Lavrov et Marco Rubio, sur la rencontre de Paris spécifiait, je cite, « Ces contacts ont eu lieu dans le cadre des consultations menées entre Washington et Moscou, y compris l'entretien récent du président russe Vladimir Poutine avec Steve Witkoff. C'est ce tête-à-tête qui convient encore et toujours au Kremlin. » Son porte-parole a donc réagi avec prudence aux propos de Marco Rubio, Dmitri Peskov. Cette question doit être posée à Washington. Nous pensons que certains progrès peuvent déjà être constatés. Ces progrès sont liés au moratoire auquel la Russie a adhéré, le moratoire sur les attaques contre les installations d'infrastructures énergétiques. La Fédération de Russie a adhéré à ce moratoire, ce que vous ne pouvez pas dire du côté ukrainien. Il y a certains développements, mais il y a beaucoup de discussions difficiles à venir.
Moscou joue la montre dans les pourparlers avec depuis longtemps en tête ce scénario, un découragement des Américains, leur retrait des pourparlers suivi ensuite d'un affaiblissement du soutien militaire de Washington à l'Ukraine. Cela lui ouvrirait, pense le pouvoir ici, de nouvelles possibilités sur le champ de bataille. Mais pour cela, il lui faut veiller à ne surtout jamais fâcher Donald Trump et réussir à faire peser aussi toute la responsabilité de l'échec sur l'Ukraine et sur les Européens, la France en particulier. Anissa El Jabri, Moscou, RFI. Et depuis l'Italie, où il est en visite, lui a jeté un peu plus le trouble sur la position des États-Unis. J.D. Vance s'est dit optimiste quant aux négociations de paix en Ukraine. Le vice-président américain reçu à Rome par la chef du gouvernement Giorgia Meloni. Des propos qui contrastent donc avec ceux de Marco Rubio. Ce qui est certain, c'est que les Américains sont toujours très intéressés par les minerais ukrainiens. Washington et Kiev ont signé un mémorandum d'intention, première étape d'un accord sur ces minerais stratégiques. Donald Trump veut les exploiter pour compenser l'aide américaine à l'Ukraine. Le Premier ministre ukrainien se rendra la semaine prochaine à Washington pour finaliser l'accord. Pendant ce temps, les frappes de la Russie se poursuivent en Ukraine. Au moins 2 personnes sont mortes, une centaine d'autres blessées la nuit dernière dans les villes de Kharkiv et Soumy. Soumy, de nouveau meurtri après une double frappe dimanche qui avait tué 35 personnes. Le journal. En français facile. Pas de répit dans la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Washington a annoncé de nouveaux frais aux navires fabriqués en Chine. Ils entreront en vigueur dans 180 jours et concerneront les navires qui accostent dans les ports américains. Un navire sur 2 est aujourd'hui fabriqué en Chine. C'est donc un nouveau coup dur pour l'économie chinoise, explique Jérôme Verny, professeur en transport et logistique à la Neoma Business School de Rouen. Pour lui, ce sont toutes les routes commerciales maritimes qui vont être réorganisées. La situation la plus compliquée est pour les Chinois, très clairement, et pour l'industrie navale chinoise, parce que elle va être dans une situation extrêmement compliquée, puisque ils vont avoir des carnets de commandes qui risquent de se vider. Après, si on raisonne à l'échelle de l'Europe ou de la France, ça nécessite de se réorganiser, c'est-à-dire que des navires chinois navires fabriqués en Chine qui étaient sur le Transpacifique par exemple ou transatlantique à destination des États-Unis feront plus que de la Chine-Europe par exemple, et puis des navires qui étaient sur Chine-Europe, qui peuvent les basculer sur les États-Unis. C'est pas très simple. Il y a un autre point, c'est la réorganisation des chaînes logistiques. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à switcher un navire de fabrication chinoise à destination des États-Unis, eh bien, il faudra qu'ils trouvent un autre point de chute à proximité. Ça peut être le Canada, ça peut être le Mexique, ça pourrait être la France. Après tout, on a la Martinique, qui est un port incroyable en eau profonde, qui pourrait servir de hub, et après on redispatcherait la marchandise. Après, tout ça a un coût. Tout ce qu'on a mis en place, c'est optimisé aujourd'hui. Donc c'est sûr que ça vient casser les chaînes logistiques. Et donc ça peut générer des surcoûts. Le professeur en transport et logistique Jérôme Verny avec Anne Verdaguet. On reste sur les flots, un sanctuaire marin, un endroit où l'on sauvegarde les espèces marines menacées par la pêche commerciale. Ça se passe dans l'océan Pacifique et c'est Donald Trump qui a réautorisé la pêche dans ce sanctuaire. Bonjour Pauline Berger. Bonjour Mathis. Cette énième attaque du président américain contre l'environnement menace un écosystème déjà fragile. Cette zone entre les îles Marshall et Hawaï est un des espaces maritimes les plus immaculés ou préservés de la planète. De nombreuses espèces qui sont déjà en danger y vivent, comme des oiseaux de mer, des requins, des baleines, mais aussi de nombreux récifs coralliens. Des pêcheurs commerciaux vont donc pouvoir revenir dans cet écosystème, c'est-à-dire un milieu où des êtres vivants échangent entre eux. Ils y étaient interdits depuis 16 ans, depuis la création du sanctuaire en 2009 par George W. Bush. Barack Obama l'avait ensuite agrandi en 2014. Aujourd'hui, il comprend plus d'1 million de kilomètres carrés d'eau protégée, l'équivalent d'un pays comme l'Égypte. Selon le décret signé par le président américain Donald Trump, la pêche commerciale ne met pas en danger le sanctuaire marin si elle est correctement gérée, mais le texte ne détaille pas ce que signifie correctement gérée. Les navires de pêche battant pavillon des États-Unis, c'est-à-dire qui naviguent sous le drapeau de ce pays, sont donc désormais autorisés à revenir dans ces eaux.
Autorisation qui concerne également les bateaux étrangers qui transportent des poissons pêchés par des Américains. Merci Pauline Berger, service environnement dans votre journal en français facile. Il est presque 18h10 à Paris. Ce journal est à réécouter et à lire sur françaisfacile.rfi.fr. Bonne suite des programmes sur la Radio Mondiale.